Bonjour à tout le monde, bienvenue au 18e épisode de notre podcast Retour sur les attentes. Je suis toujours avec Jonathan, mon ami et mon collègue. Comment tu vas, Jonathan? Très bien, Joss, comme un retour de vacances. Et toi? Je te trouve très bronzé. Ah, tu vois, un bronzage du Nord. D'abord Bronzage du rouge, Nord. d'abord blanc, puis rouge, et enfin, ça devient bronzé. Ça faut du temps, c'est ça? Exactement, oui, on passe d'abord par les coups de soleil avant de bronzer dans le Nord. D'accord. Ouais. T'es venu dans le sud pour te bronzer ou t'es resté dans le nord? 2 semaines dans le sud et une semaine en Suisse. Voilà, dans les montagnes suisses, en pleine nature, avoir des biches, des renards, des aigles, se promener, voler au-dessus de nous. Enfin, pour les aigles uniquement, évidemment. Donc voilà, très Oui, sympa, ça fait du bien. Et toi? super. Moi, je suis resté en France aussi, mais plutôt côté Atlantique. Et bon, il faisait pas un temps exceptionnel, mais suffisamment pour me bronzer et puis prendre le temps qu'il faut. Pareil, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça passe trop vite. Carrément. Ouais, Mm. vivement les prochaines. Ouais. Écoute, quelles sont les actualités? Donc là, on se retrouve fin août. Quelles sont les actualités pour toi? Eh bien, moi, j'ai repris les envois de Oui, l'infolettre de la newsletter Impact impact, Formation. impact formation, Voilà. exactement. Mm. Donc voilà, donc ça, c'est bien. Merci, merci aux personnes qui ont fait la promotion durant mon absence de l'infolettre, hein. Je pense notamment à Sylvain Tillon. Donc voilà, ça a amené pas mal de nouveaux abonnés. Là, actuellement, on est à 1251 personnes. Donc ça, Super. voilà, ça grandit tranquillement, ça grossit. On a, allez, en moyenne 30 à 40 nouveaux abonnés par semaine. Donc voilà, on reprend le rythme hebdomadaire et puis ça fonctionne plutôt bien. Ça génère de l'engagement, des commentaires, des partages, etc. Donc c'est top, on va continuer ainsi. Le sujet de l'impact de la formation intéresse encore du monde. Exactement, ouais. Bon, en essayant finalement de l'aborder, de le traiter de différentes manières et de montrer que voilà, l'impact doit être notre objectif à toutes et à tous, hein, dans la formation, parce que sinon, à quoi ça sert de former? Et de montrer Mm. qu'on peut agir sur l'impact, on peut améliorer l'impact par différents leviers, par différents moyens. Et donc, ça doit toujours Mm. rester la finalité de chaque édition. Oui, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc l'impact formation, c'est la newsletter, l'infolette de Jonathan qui part en Substack une fois par semaine le lundi C'est matin. ça, le Donc il lundi faut matin à aller sur 8h30. ouais, donc vous pouvez aller sur notre site évaluationformation.fr pour voir le lien pour vous inscrire. Vous pouvez aussi aller directement sur Substack et chercher Jonathan Portier pour le faire. Et donc vous recevrez la mail une fois par semaine avec toujours des très bons conseils sur comment on fait de l'évaluation, de l'impact, que ce soit plus lié à la qualité ou bien l'impact d'efficacité aussi. C'est vraiment très bien fait, très bien écrit. Merci. Euh, et après, donc nous en plus, on a ce podcast. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc on a un rythme qui est un peu moins fort que le newsletter. On fait le podcast une fois par mois un rythme qui nous convient bien. On a pas mal de monde qui nous demande de faire plus, mais je pense pas qu'on va arriver à faire plus. Déjà parce qu'on n'a pas de saison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des podcasts avec des saisons entre tel mois et tel mois. Nous, on n'a pas de saison. On continue Mhm. à en faire et ça nous plaît. Et puis, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus loin dans les sujets, de plus en plus avec les invités. Donc, je pense que vraiment, on est focalisé sur les invités qui peuvent nous ouvrir des horizons sur les liens avec le métier et puis l'évaluation et la formation en général. Et on a vraiment de bons retours. Donc, on vous remercie tous, nos auditeurs. Je me sens comme un VIP là en train de dire, hein. Mais vraiment, Complètement. les retours sont excellents. Donc, vraiment, merci beaucoup parce que j'ai une dame là l'autre jour me dit, comme justement, ouais, j'ai l'impression d'être avec un star parce que je vous écoute sur les podcasts et c'est la première fois qu'on se rencontre. Je dis non, 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 surtout pas. Mais ça nous plaît vraiment d'avoir les retours comme ça et n'hésitez pas à partager avec vos collègues parce que j'espère que on prêche, c'est utile pour vous et tout le monde dans l'information. Alors nous, on a une session de Kirkpatrick Bronze, surtout à Paris, le 7-8 novembre. Donc je vous invite à aller sur notre site évaluationformation.fr pour découvrir
de quoi ça consiste. Donc, moi, j'aime bien le format présentiel parce que c'est très pratique et ça Mm. permet que les gens s'échangent entre eux. On le fait dans le deuxième arrondissement avec les responsables formation, avec les consultants formateurs, avec les consultants indépendants. Donc voilà, c'est un bon mélange entre tout le monde et ça marche et les gens sont très contents. Pour tout le côté impact sur votre métier, tout est sur le site. Donc, allez le voir et n'hésitez pas à vous inscrire parce que on a un tarif early bird. Donc, pour les gens qui s'inscrivent 45 jours et avant, vous avez un tarif qui est plus intéressant que ceux qui s'inscrivent un peu plus tard. Voilà. Alors, Jonathan, tu vas nous présenter Olivia, notre invitée pour ce 18e épisode. Oui, tout à fait. On a le plaisir cette fois-ci de recevoir Olivia Lancel. Alors, Olivia se présente hein, comme la fondatrice de Colorns. Et voilà, si je devais la présenter par rapport à l'échange que l'on a eu avec elle, hein, c'est quelqu'un donc déjà qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et nous, on aime ça. Hein, voilà, on aime les gens qui parlent vrai. Donc voilà, elle n'hésite pas à prendre position. Elle parle vrai, elle nous fait part de ses expériences en matière de formation et notamment, alors on ne parle pas que de cela, mais je la trouve notamment très pertinente dans ses réflexions sur le sujet de l'analyse des besoins, du cadrage, du diagnostic en amont, pour s'assurer de bien faire les choses tout simplement. Parce que alors c'est vrai que nous, on parle beaucoup d'impact, on parle beaucoup d'évaluation. Et on répète sans arrêt que déjà, il faut que les choses démarrent bien en amont, parce que si c'est pour faire des choses et être à côté de la plaque, ça ne sert strictement à rien de former et de venir évaluer pour constater les dégâts. Donc, Olivia, entre autres sujets, maîtrise notamment tout à fait cette phase en amont et challenge ses clients pour identifier les vrais besoins et pour construire derrière des expériences apprenantes, justement, qui est de l'impact. Donc voilà, on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec Olivia et on est ravis aujourd'hui de vous présenter cet échange avec elle. C'est quelqu'un de très sympa et très talentueux aussi. Elle est jeune aussi, hein. Elle a fait déjà beaucoup de choses dans la carrière qu'elle a. Donc, Oui, c'est très tout à fait. impressionnant. Voilà. Mais écoutez, on va passer à l'entretien. Merci, à bientôt. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivia Lancel. Olivia, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Eh bien, ça va plutôt bien. Yes. Écoute, c'est top. Merci de venir passer un petit moment avec Joss et moi sur le podcast. On sait que voilà, tu as un franc-parler dans le milieu de la formation qui nous intéresse et nous, on aime ça. On aime les choses vraies, on aime se dire les choses, on aime être assez direct et parce qu'on pense que c'est aussi comme ça que l'on fait avancer les choses, que l'on fait avancer les pratiques. Donc, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Voilà. beaucoup, Olivia. Très content. Merci à vous. Et puis, bah, du coup, je vous retourne vraiment le compliment parce que je pense que vous êtes fer de lance sur cette pratique. Ah bah c'est un super compliment, merci. On prend volontiers. Euh, Olivia, première question, un grand classique, parce que voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Peux-tu nous dire, voilà, qui es-tu? Qui est Olivia? Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enfin voilà, réponse libre. Dis-nous un peu, voilà, qui es-tu, tout simplement. Yes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je me définis comme une consultante en learning, voilà, dans le domaine de la formation. J'avais d'autres termes pour me définir avant, mais par souci de compréhension, parfois entre les intitulés, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, maintenant, c'est plutôt comme ça que je préfère me définir. Et donc, mon activité actuellement, c'est de travailler sur le design d'expérience apprenant et sur des aspects de conseil et de facilitation pour les acteurs du domaine de la formation. Donc voilà, ça intègre, on va dire, différentes typologies de missions. Et puis, peut-être pour le préciser, donc moi, j'ai pas forcément fait des études, on va dire, en lien avec la formation. J'ai découvert ça dans le cadre de mon premier boulot en 2016 dans un cabinet de conseil, donc qui n'était pas non plus un acteur spécialisé dans la formation. Mais voilà, il s'avère que ma première mission était un déploiement de formation. J'ai fait différentes missions en accompagnement du changement.
Et puis, suite à cette expérience-là, j'ai voulu vraiment me spécialiser et rejoindre des acteurs qui étaient 100% sur les processus et l'offre formation. Et donc, j'ai travaillé dans deux boîtes différentes qui font de la formation sur mesure. Et puis ensuite, j'ai créé ma propre boîte il y a 1 an et 9 mois. D'accord. Alors, je pense que ça peut être parfois, j'ose dire souvent, un avantage aussi de ne pas venir du milieu de la formation. Parce que je Mm. pense aussi que c'est bien d'avoir Mm. d'autres vues, d'autres visions, des expériences Mm. ailleurs, etc. Parce que je pense que quand on est trop le nez dedans, on ne voit plus forcément, on va dire, les failles du système, les pratiques que l'on peut améliorer, etc. Donc, moi, je crois beaucoup au fait, oui, d'avoir des personnes qui aient une expérience ailleurs, qui aient une formation initiale différente, et ensuite viennent apporter leur vision, leur manière de faire dans le monde de la formation, le monde fabuleux de la formation. Euh, Ouais. tes clients, c'est quel type de clients? Alors, c'est plutôt des grosses organisations pour la plupart, donc vraiment plutôt des grosses boîtes. Voilà, ça peut être par exemple du Vinci Construction, Business France, ils sont un petit peu plus petits, mais voilà, il y a voilà, Caisse des dépôts, ça peut être des banques, ça peut être des boîtes dans le domaine des services informatiques. Donc, je connais plutôt l'environnement grosse boîte. Et d'ailleurs, là, je suis un peu en réflexion pour voir si je veux pas, on va dire, partir explorer des boîtes un peu plus petites, où la formation, je pense qu'elle n'est pas vraiment structurée de la même façon. Parfois, elle n'est pas structurée du tout. Hmm. Et donc ça m'intéresse pas mal. Ok. C'est intéressant que tu dis ça. Avant peut-être d'expliquer pourquoi tu aimerais travailler avec des plus petites boîtes, est-ce que tu peux nous donner un portrait des grosses boîtes? Est-ce qu'il y a des similitudes entre elles? Est-ce qu'il y a des tendances? Qu'est-ce qui Hmm, les réunit? ouais. Alors, bon, je vais dresser un portrait peut-être voilà, un peu grossier, mais bon, voilà, c'est de la Aucun souci. généralité. Alors, je pense que les grosses boîtes, elles sont quand même pas mal dans le fait de suivre les tendances. Donc, voilà, le côté un peu, je suis les dernières innovations, les dernières hypes, c'est quand même quelque chose d'assez fort, je dirais, chez les grosses boîtes. Et en même temps, il y a ce côté où elles ont un passif et des fois une assez grosse offre de formation. Et donc, du coup, il y a des vrais sujets de parfois des offres qui sont peut-être trop importantes, qui correspondent pas toujours à 100% aux besoins. Et donc, elles sont un peu entre je veux innover et en même temps, j'ai un legacy ou un passif qui est assez important. Euh, et donc, parfois, on va dire, je pense que ça leur pèse un peu, en fait, finalement, ce passif. Et il y a peut-être une difficulté à identifier sur quoi je mets le focus dans mon offre pour faire en sorte que ce soit vraiment aligné sur la stratégie et puis aussi peut-être mettre plus de moyens sur du coup des programmes stratégiques plutôt que de vouloir servir tout le monde. En tout cas, voilà, je pense que parfois ça c'est un sujet dans les grosses boîtes de se dire que j'ai 10 000 collaborateurs, 20 000, 50 000, j'ai envie de tous leur offrir des opportunités de formation. Et je pense que parfois ça arrive sur des systèmes où on achète des librairies de contenu. Et je ne suis pas vraiment sûre que ce soit des offres qui fonctionnent si bien que ça, parce que mine de rien, il n'y a pas encore 100%, on va dire, ce côté autonomie et le discours de acteur de la formation dans les faits. Il n'est pas toujours si présent. Oui, donc en fait, tu es en train de parler de ces plateformes de contenu où ils ont des milliers d'heures de formation, des milliers de modules Mm. où ils peuvent y aller quand ils veulent pour choisir. C'est ça comme un libre ressource ou bibliothèque. Et donc, Ouais, le ouais, transformation, il dit que bon, j'ai fait le job, je propose du contenu, c'est aux gens d'y aller quand ils veulent. exactement. Bah, D'accord. Et- Vas-y, Jean. tu oses dire que le Netflix de la formation ne fonctionne pas. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir vu des exemples où ça marche. Hmm. Après, je suis pas dans toutes les boîtes, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a une vraie problématique autour de ce catalogue de formation. Je pense Hmm. il y a un problème de modèle et peut-être que le catalogue, en fait, il faut trouver d'autres façons, on va dire, d'arriver sur l'offre, de présenter l'offre. Et puis, l'autre sujet avec ce côté, effectivement, Netflix de la formation, c'est que
mine de rien, je pense que notre contexte de loisir, c'est pas la même chose que notre contexte de travail. Donc, c'est pas les mêmes drivers. Et par ailleurs, c'est pas souvent accompagné. Parce qu'à la rigueur, si tu me dis, ah oui, on va mettre en place le Netflix de la formation, mais derrière, on fait des communautés de pratique, on met un focus, on se dit qu'on va travailler sur certains skills, on va se voir, on va en parler, on va suivre dans le temps. Pourquoi pas, tu vois, mais j'ai pas forcément énormément vu ça dans les boîtes avec lesquelles j'ai travaillé. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai un peu des doutes sur ce modèle. Et moi, j'ai travaillé avec une grosse boîte qui avait trop de contenu comme ça. Et le problème qu'ils avaient, c'était qu'il y avait tellement de différentes formations que les gens, ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'ils voulaient. Parce que Mhm. tout dépendait en plus du titre de la formation. Il y avait des formations de 2 heures qui correspondaient aux formations qui ressemblaient aussi de formations de 16 heures, de 3 jours, de 4 jours. Ouais, Et tout était dans le même pot. Ils ne trouvaient pas. C'était ouais. juste impossible. Ouais, ouais, complètement. Bah, je pense que les gens sont vraiment perdus. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment une problématique que j'ai vue dans différentes grosses boîtes, le fait que les gens, finalement, ne connaissent pas l'offre parce qu'elle est tellement éparpillée entre différents systèmes. Parfois, les moteurs qui permettent de chercher ne marchent pas très bien. Et donc, les gens passent plus de temps à chercher la formation et après, ils abandonnent au bout de 15 minutes parce qu'ils sont lassés. Et donc, l'accès réel n'est pas toujours, on va dire, au rendez-vous, en fait, par rapport à la promesse qui est de dire, ah, bah, regardez, on a fait en fait un Netflix. C'est pas cher parce que regardez, le coût à la licence par personne, il est que de 9 euros. Oui, mais s'il y a que 15% des gens qui utilisent ton Netflix, bah du coup, en fait, le coût, il n'est pas de 9 euros par utilisateur, il est beaucoup plus élevé que ça. Ouais, effectivement. Et pourtant, on répète sans arrêt, hein, content is king. Le contenu est Ouais, roi, mais ça, je pense que c'est juste une promesse marketing. Parce que oui, comme tu le dis, hein, et si effectivement derrière c'était complété avec de l'accompagnement, des communautés de pratique, voilà mm, que vraiment on incite au passage à l'action, pourquoi pas? Effectivement, mais aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique Netflix. Alors, je dis pas partout, mais effectivement, il y a quand même des grandes entreprises qui limite c'est plus tu as un catalogue étoffé, plus tu as l'impression d'avoir réussi. C'est pas une question de il faut pas avoir une Rolex. Si t'as pas de Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. On a l'impression que si t'as pas un catalogue de formation interne avec des milliers de références, t'as raté ta vie de responsable ouais, formation. ouais, C'est un peu ça. c'est Alors clair, que c'est clair. je me demande si au final, il n'y a pas il y a pas toujours une incompréhension, ou, tu vois, des fausses croyances quant à ce qu'est la formation, ce qu'est l'apprentissage, et que le fait, Ouais, et on continue à croire, mm, malgré les livres, les articles, les mm, conférences, tout ce que mm, l'on veut, que ouais, bah, il suffirait de mettre les gens devant un écran pour que la magie opère et qu'ils ouais. apprennent. Et donc, c'est pour ça on se dit, bah, voilà, l'important, c'est d'avoir le plus de temps d'écran pour du temps de cerveau disponible. Ouais, complètement. Mais en fait, je pense que vraiment, on manque de focus. Hmm. C'est si peut-être que finalement une meilleure offre, c'est une offre qui est beaucoup plus petite que les catalogues actuels, mais tu as décidé que cette année, je sais pas, tu veux travailler sur 3 compétences que tu sens, enfin qui te semblent vraiment clés et qui sont pertinentes pour certaines populations. Et donc, du coup, tu vas vraiment le faire en profondeur. Peut-être que ça, c'est un modèle qui est plus pertinent. Et du coup, en fait, ça pose vraiment plein de questions sur les indicateurs parce que moi, ça, je pense que sûrement un truc que tu déplores déjà. Mais par exemple, quand on voit parfois sur les rapports, ah oui, donc les collaborateurs ont en moyenne fait 45 heures de formation. Tu dis, OK, Hmm. 45 heures. Est-ce que 45 heures, c'est 45 heures qui sont utiles ou est-ce que c'est 45 heures qui sont inutiles? Et là, tu te dis, mais en fait, du coup, faut pas en être fier, en fait, de faire en sorte qu'il y ait 45 heures C'est qui clair. n'ont servi à rien. C'est une perte de temps. Donc, cette donnée du temps, tu peux vraiment la lire de différentes façons. Et donc, et pourtant, on reste, on va dire, sur ces indicateurs-là qui sont pas top, hein. Ouais, tout à fait. C'est un peu comme si ça serait. En t'écoutant, je me dis, imaginons une entreprise qui, à la fin de l'année, pourrait dire, voilà, nous avons cette année passé 6 556 heures en réunion. Mm. Ouais, c'est ça, exactement. Et on dirait, voilà, franchement, on est fiers et on espère l'année prochaine dépasser le cap Faire des plus. 7 000 heures de réunion. Et là, tout le monde dirait, ouais, ok. Enfin, alors que justement, je pense qu'il y a plutôt une volonté inverse de dire on va réduire le temps en Ouais, réunion, le temps de réunion, que non, non, on doit limiter le nombre de réunions, le temps, on doit avoir des ordres du jour à chaque fois. ouais, Ce qui peut être ouais. réglé par un email, juste un appel, doit amener à la suppression de la Mm, réunion. Et c'est vrai mm. qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la quantité d'heures de formation, quoi. Ouais, Donc, carrément. Très bon c'est exemple. assez dingue. Très bon exemple. Je vais le réutiliser, Euh, je pense. eh ben écoute, merci à toi parce que voilà, c'est en t'écoutant, je me suis dit, je me faisais la réflexion, tu vois.
Et donc, Après, Oui, vas-y, Joss. non, juste après, si on fait la comparaison aussi avec le Netflix de la formation, c'est vrai que Netflix, ils ont un algorithme. Il y a un algorithme qui Mm, permet de toujours, par rapport aux recommandations, par rapport à ce qu'on regarde. mm, Et le problème, mm. je pense que dans ces plateformes de formation, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations justement sur Ouais. ce qui marche pas, Mm, où sont les tendances. C'est-à-dire que ouais. ben, c'est juste une plateforme libre où il faut qu'on y aille et puis découvrir ou choisir ce qu'on veut sans être guidé. Est-ce que c'est ça la Oui. réalité? Oui. Bah oui, en tout cas, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'usage pour avoir une vision des pratiques, mais encore une fois, pour moi, c'est un peu, on se trompe un peu de combat en voulant travailler sur ce côté de communication et se dire, ah, on veut rendre l'offre attractive, sexy, waouh. Et je ne sais pas si c'est vraiment ça notre enjeu. Je pense qu'il y a plus un enjeu de que les personnes puissent, on va dire, diagnostiquer les besoins de compétences qu'elles ont. Et donc ça a besoin d'être accompagné, parce que certains arrivent à le faire seuls, mais je suis pas sûre que ce soit la majorité. Euh, et donc ensuite faire en sorte qu'il y ait, bah, par rapport à ce besoin, on va dire, OK, quelles offres on développe, parce qu'on sait que ce besoin-là, il est présent, il est critique. Parce que parfois, tous les besoins ne sont pas critiques. Et donc, il y a peut-être aussi ce choix-là à faire en termes d'énergie et de budget, parce que généralement, l'équipe formation, c'est quand même une équipe voilà, réduite, et pareil, avec des budgets qui sont contraints. Et donc, par rapport, on va dire, à ces moyens, c'est quoi le plus prioritaire? Et peut-être que ça signifie qu'on ne va pas servir tout le monde, mais se concentrer sur ce qui a le plus d'impact parce que, je ne sais pas, voilà, évolution de la stratégie, etc. Ouais, effectivement, il y a vraiment un paradigme, comme on dit, à changer, quoi, Mm. clairement. En tout cas, dans beaucoup de grandes entreprises. Et donc, tu disais que tu pensais te tourner aussi vers des entreprises, on va dire, de taille plus modeste. Ouais. Qu'est-ce que tu espères y trouver? Ouais. Bah, ouais, en tout cas, c'est vraiment plus là un terrain d'exploration parce que pour l'instant, je dois dire que c'est pas forcément celle que je connais le mieux, mais je pense que peut-être comme pour l'instant, elles n'ont pas encore une offre extrêmement développée et qu'elles sont vraiment toutes aux prémices du développement de leur offre, elles se posent plein de questions, elles n'ont pas encore de conviction. Et du coup, tu peux en fait, je pense, leur faire des recommandations pour les amener à structurer sur des bases qui sont peut-être plus pertinentes que le fait de dire que, ah bah tiens, finalement, ma formation, c'est une stratégie de contenu. Je pense qu'il faut qu'on dépasse un peu ce paradigme-là, notamment. Ouais, tout à fait. Et puis, je pense que on va dire, l'effet de taille a aussi son intérêt. Tu parlais d'indicateurs. Mm. C'est que logiquement, tu verras plus facilement des impacts dans des structures, dans des petites structures, dans des PME, etc. À partir du moment où il y a des projets de formation qui sont bien menés, c'est plus facile forcément de déceler des impacts que Mm. dans des groupes, des entreprises avec, comme on disait précédemment, 10 000, 20 000 personnes, etc., où Mm. finalement tout est un peu noyé, Mm. euh, où on essaye de saupoudrer un peu voilà, de la formation auprès de tout le monde, alors que dans une PME, je dis n'importe quoi, Ouais. de 250 personnes, voilà, un projet de formation bien mené qui va concerner 20-30 personnes, ça peut faire une sacrée différence derrière, quoi. Et puis on peut accéder probablement plus facilement aux dirigeants, discuter stratégie, Ouais, discuter des exact. indicateurs de performance, etc., quoi. C'est ça. Je pense qu'en tout cas, en termes de collaboration, c'est sûrement des échelles qui sont plus faciles, alors que dans les grands groupes, parfois on est bloqué, on va dire, pour des sujets de sponsorship, euh, du fait de la capacité, on va dire, enfin, ou parfois l'incapacité à développer des partenariats qui sont solides et à tous les niveaux. Parce que, par exemple, notamment, si je reprends l'exemple de l'évaluation de l'information, mais je pense que c'est aussi vrai au niveau du design, parce que l'évaluation est très imbriquée dans le design et l'analyse Mhm. amont tu as quand même besoin, on va dire, de mettre beaucoup de gens autour de la table, en fait. Donc, c'est vraiment pas du tout uniquement un sujet de formation, mais c'est un sujet d'intégrer les gens du métier, notamment au plus haut niveau, les managers intermédiaires, peut-être des personnes des RH, peut-être des gens de l'IT, s'il y a des sujets, on va dire, tech, des gens peut-être de la com. Enfin bref, en tout cas, il y a potentiellement en fait pas mal de gens à faire travailler ensemble. Et peut-être que dans des structures qui sont plus petites, on est un peu moins, en fait, on souffre peut-être un peu moins des silos, notamment. C'est un Mhm. peu ça que je me dis. Ouais, c'est juste, je Mm. partage tout à fait. Mm.
On a déjà, bon, c'est bien, je trouve que on démarre fort. On n'est pas, on a commencé par la question qui es-tu, puis boum, on est déjà dans le feu de l'action, donc j'adore. Tu as déjà un peu abordé le sujet, mais Mm, si l'on peut y revenir, mm, si tu le veux bien, on va dire, quelle est ton approche de la formation? Enfin, voilà, alors, je pense qu'on est d'accord sur le fait que oui, mm. la question du Netflix de la formation, des catalogues avec des milliers de Ouais, références, etc., ça n'est pas, ouais. on est bien d'accord sur le constat. Mais toi, quelle est ton approche de la formation? Quelles sont on va dire, les méthodes que tu privilégies? Quelle est ton approche pédagogique? Qu'est-ce qui Ouais. te, alors, on va dire en termes de préférence personnelle, mais aussi en termes de conviction par rapport aux résultats que l'on peut en attendre. Ouais, ouais. Franchement, cette question, elle est vraiment, je pense, super intéressante parce que moi, je vois vraiment que mon approche, elle a bougé au fil des ans, en fait. Donc, quand je regarde, on va dire, la Olivia en 2016, quand Mhm. j'ai, quand j'ai découvert ce secteur, je me dis, ah ouais, waouh, bon, il y a des trucs qui marchaient, d'autres trucs qui marchaient pas. Et donc, du coup, j'ai l'impression aussi que dans ce domaine, c'est tellement pluridisciplinaire qu'il y a tout le temps, en fait, des choses à apprendre et je trouve que l'approche et la méthode, voilà, elle peut évoluer au fil de l'eau et des expériences qu'on a. Donc, du coup, voilà, moi, je vois vraiment un peu de sorte de palier. Et donc, en tout cas, les quelques partis pris que j'ai, en fait, effectivement, il y a en fait ce côté de ne pas choisir de solution ou de définir un dispositif trop vite. Voilà, CF, un peu le mécanisme de la formation, mais parfois ça peut aussi s'illustrer de d'autres manières. Et par ailleurs aussi dans la vision, on va dire, de la formation, je pense que ça va vraiment jusqu'à accompagner la mise en pratique en fait. Donc on peut pas en fait, je pense aujourd'hui s'arrêter au fait de dire bon bah voilà j'ai 10 années de parcours, je l'ai envoyé, hop c'est fini. Donc il y a une sorte un peu de vision on va dire plus grande où finalement la partie analyse de formation, analyse du besoin pour moi elle est vraiment très importante et il y a des projets entre guillemets que je ne prends pas parce qu'il y a voilà, le client ne veut pas, on va dire. Il dit qu'en tout cas, l'analyse est déjà faite. Et moi, je sais que j'ai besoin de la faire pour me mettre sur un projet. En tout cas, ça, c'est un critère important pour moi. Et donc, je dirais qu'en termes d'approche, c'est vraiment le côté de questionner le besoin, tant du point de vue de l'apprenant que du commanditaire. Et pour moi, ça soulève un peu des approches ou des méthodes de diagnostic du besoin. Donc, moi, je dirais que ça, c'est un des éléments qui est important pour moi. Et le fait aussi de se dire que finalement, un projet de formation, parfois, c'est une sorte de compromis entre le point de vue de l'apprenant et le point de vue du commanditaire. Ça peut pas être que le point de vue du commanditaire. On peut pas juste se dire que ah, le commanditaire, il veut ça, donc on va faire ça. Et en fait, on ne se préoccupe pas de est-ce que la personne, elle a envie d'apprendre ça? Donc, c'est quoi le vouloir apprendre? Euh, et aussi, la deuxième partie qui va être en situation de travail, qu'est-ce qu'on veut voir? Et ça, ces éléments-là, je trouve que ils sont vraiment importants à intégrer dans la partie d'analyse du besoin qui va arriver en début de projet. Donc justement, là tu parles des questions qu'on doit poser, mais dans le Mm, comment d'analyse des besoins, est-ce mm. que c'est qui doit le faire? Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est à l'externe? Quel est pour toi un bon processus d'une bonne analyse des besoins? Ouais. Euh, alors, moi, généralement, enfin, alors, je pense qu'on peut les faire en équipe. Il pourrait y avoir différentes façons de les faire. Si jamais on fait participer les parties prenantes internes en tant que telles, je pense que pour la partie conduite du changement et que eux aussi, on va dire, ils soient convaincus de quel est le besoin reformulé, je pense que ça, c'est intéressant. C'est pas toujours évident à faire en fonction de leur implication. Donc, idéalement, je trouve que de le faire en concertation avec eux, c'est mieux. Et si, entre guillemets, il y a des difficultés de ressources, à minima, il faut le faire en externe et présenter une sorte un peu de note de cadrage ou note d'analyse du besoin qui fait remonter des verbatims d'apprenants. Donc, moi, idéalement, en fait, les entretiens avec des opérationnels, je trouve que c'est super important. Et quand on les a pas, je trouve qu'il y a vraiment un risque plus grand de foncer dans le mur. Tu utilises des personas pour Ouais, l'analyse des besoins, ouais. ouais, ouais. Oui, j'utilise des personas. Alors, voilà, à minima, on va dire, j'essaie d'intégrer les interviews. C'est pas... Des fois, il y a des freins.
Mhm. Des fois, il y a des freins de la part des personnes avec lesquelles on travaille. Donc, ça peut aussi passer, par exemple, par du questionnaire qui peuvent aussi remonter des informations intéressantes. Et puis, après, effectivement, on peut le passer en mode persona pour avoir une sorte de vision partagée de quel serait le point de vue de l'apprenant et du coup, aussi faire vivre cette vision-là dans le design du parcours. En tout cas, on voit qu'il y a, ouais, il y a une véritable méthode. En tout cas, il y a un besoin Ouais, on va dire, de faire les choses, d'analyser les besoins de manière structurée et on voit que ça dépasse largement nombre de pratiques où cela reste un échange annuel entre collaborateurs et managers ouais, pour décider un peu de ce que l'on va faire au cours des mois à venir en matière de formation. Comme tu ouais. le dis, c'est un projet. C'est un Mm, projet, faire se rencontrer, pardon, les attentes, les besoins des différents mm. acteurs qui ont parfois des points de vue, on va dire, antagonistes Divergent? Ouais, potentiellement, ouais, divergents. ouais, Ouais, ça n'est pas rien. Et en même temps, si ça démarre mal, ouais. ça ne peut que finir mal. C'est-à-dire que si les Ouais, besoins de base c'est ne sont clair. pas les bons, et je comprends que tu puisses refuser des prestations à partir du moment euh, où en fait tu n'es pas partie prenante dès le début, parce que le risque aussi serait que l'on te reproche Mm, de ne c'est pas ça. avoir de résultats alors que tu n'étais pas responsable dès le début de la définition des besoins. Ouais, exactement ça. C'est vrai qu'en tout cas, il y a certains projets où je trouve que ça s'est pas forcément toujours fini où je voulais parce que finalement, manque d'informations par rapport à la cible et du coup, pas la capacité de creuser et d'approfondir et de vraiment poser question sur question, hein. Un autre truc qui est intéressant aussi pour ça, c'est les cartes d'empathie. Donc, du coup, de faire remonter des perceptions des apprenants par rapport à, voilà, est-ce que ce skill-là, il est important pour vous? Euh, enfin voilà, quelles sont les pratiques aujourd'hui? Euh, Est-ce que telle ou telle modalité pour vous, en fait, c'est pratique avec votre quotidien de travail? En fait, ça vous semble correspondre à un bon dispositif, etc. Donc, toi, tu prêches en fait un peu de vraiment responsabiliser la partie apprenant, la partie manager dans l'analyse des besoins. Tu veux Mm. vraiment avoir son retour très concret par rapport à tout ce qui se passe. Euh, c'est pas que juste définir quels sont les comportements, mais aussi Ouais. est-ce que ce qui est visé correspond à la réalité du terrain. Ouais, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve que on peut avoir certains éléments du contexte avec le commanditaire. Et il y a forcément aussi cette réflexion sur c'est quoi les comportements observables, enfin, qu'on veut voir dans le temps long, suite à la formation. Et parfois, en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le commanditaire a une vision, mais parfois, c'est pas forcément la vision qui est partagée par les managers ou même par les apprenants eux-mêmes. Et donc, c'est là où il doit y avoir une sorte, je trouve, de négociation finalement sur c'est quoi vraiment les problématiques de terrain qu'on rencontre, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre par, entre guillemets, la solution formation. Et donc, c'est ça qui va permettre ensuite de faire le focus soit sur un savoir-faire ou un autre. Donc, je trouve que ça permet de vraiment viser l'efficacité en étant sur voilà, une sorte de vision partagée des problèmes à résoudre. Parce que sinon, parfois, les commanditaires ont des partis pris qui ne se confirment pas sur le terrain. Et du coup, parfois, tu découvres peut-être même que la formation n'est pas la réponse ou la solution. Ouais, bah des fois, en fait, effectivement, c'est clair, hein, l'information, c'est pas la réponse à tout. Des fois, c'est autre chose qui sera plus pertinent. Donc, il faut refuser des missions, hein. Donc, en fait, on est dans un... euh, moi, je trouve que parfois, nous, en externe, si on est au risque de formation, on est sous une pression Ouais, d'exécuter la commande. Tu vois ce que je veux c'est dire? clair. On a une Ouais, commande de formation, ouais, donc il faut qu'on trouve ouais, la formation ouais. quelque part. Mais Mm, parfois, oui, ça mal le besoin de commanditaire, mm, l'entreprise. mm. Ouais. Mm. Merci. On a parlé d'approche donc pédagogique, de ta vision. Quelle est ta vision en ce qui concerne l'évaluation de la formation? Comment Ouais. voilà, l'évaluation et Olivia, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Alors, moi, j'avais pu un peu m'intéresser au sujet d'évaluation en 2021 parce qu'il y avait une mission où un client voulait un peu travailler sur ça. Donc, ça m'avait donné l'occasion
modéliser certaines choses. Je pense que c'est à ce moment-là en fait que j'aurais dû en fait lire ton livre parce que maintenant du coup en le lisant je me dis ah quand même ça aurait été- on aurait pu apporter des choses je pense en plus par rapport à ce qu'on a donné en fait parce que mine de rien il y a certaines bonnes pratiques que j'ai découvertes à la lecture. Donc je pense que clairement j'aurais gagné du temps. Et puis maintenant, en fait, aussi en le lisant, j'ai une autre mission, on va dire, où un client s'interroge euh, sur l'impact de programmes de leadership. Et donc, du coup, là, je compte m'appuyer dessus, on va dire, de façon beaucoup plus forte que ce que j'avais pu regarder en 2021. Donc, évaluation de la formation en synthèse, je pense que c'est vraiment important et pourtant c'est un peu un objet délaissé, je pense, par les acteurs du secteur pour différentes raisons. Mais ça permettrait, je pense, de davantage euh, identifier en fait quel a été le changement avant-après. Mais je pense que les gens ont peur de s'y mettre ou pas la motivation. Et pourtant, il faut le faire parce que sinon, il y a le risque que on se dise, bah, la formation, ils n'ont pas démontré leur valeur, donc on leur coupe leur budget. Et en plus, c'est une crainte qui est extrêmement présente dans pas mal de boîtes. Ah oui, ouais, c'est un peu le paradoxe, hein. Mm, carrément, carrément. On essaye de repousser cela le plus loin possible, le plus tard possible. Mais effectivement, le jour où il y a une direction qui se réveille et qui en vient à dire Mm, quel est ton retour sur investissement, généralement, c'est mauvais signe quand même. Donc, ouais, ouais, il vaut mieux prévenir que exactement. guérir, comme on Et dit. c'est les premiers qui sont coupés, du coup, en fait, hein, tout simplement. Tout à Donc, fait. du coup, bah, certains, on va dire, ça passe à la trappe parce qu'il y a une sorte de statu quo et d'inertie. Donc, voilà, le service formation, il continue un peu comme avant, tant qu'il n'a pas été challengé. Mais quand parfois il est challengé, je pense que ça a abouti soit à des changements d'équipe, pour l'avoir déjà entendu, ou apparemment, récemment, j'avais un client qui disait, ah oui, chez TikTok, enfin, ils ont viré tous les gens du L&D. Parce que Ah ils ouais. estimaient bah, alors c'est ce qu'il m'a dit. Je suis curieuse, je vais chercher. Mais voilà, apparemment, effectivement, c'est ce qui est arrivé. Bon, peut-être que c'est en fait le système, peut-être, enfin, comment dire, peut-être que le service L&D de chez TikTok, il n'est pas comme en France, voilà, c'est pas les mêmes règles en termes de droit du travail. Mais voilà, je pense que ça peut être quand même au moins un risque, ne serait-ce que sur son budget, de dire, bah oui, on a dépensé ça, l'impact, on l'a pas vu, donc on vous retire votre budget. Ça, c'est, je pense, un truc dont tous les responsables ont peur voilà, à intervalles réguliers quand même. Oui, mais c'est parce qu'aussi, ils sont pas visibles. Ils se montrent pas sur le terrain. Ils restent dans le bureau. Ils travaillent sur les fichiers Excel, sur les heures de Ouais, présence, ouais, sur le budget. Ils ouais. n'osent pas aller voir les Hmm. commanditaires, les parties Oui, prenantes, tout le monde pour travailler sur la hmm. stratégie, sur l'alignement de stratégie. Donc, ils sont Ouais, invisibles. Au moment qu'ils sont invisibles, bah, c'est facile à couper, hein. ouais, c'est clair. Quand on passe du Netflix de la formation à TikTok, alors j'espère qu'ils n'ont pas remplacé quand même le Ah, j'avoue, service formation par TikTok. à partir de maintenant, vous allez regarder les shorts toute la journée pour apprendre. Ah, Parce l'enfer, qu'alors là, je pense que la performance de l'entreprise, c'est clair. ça va mal se passer, hein. Ça va Ouais. pas bien se passer, comme dirait l'autre. Et pourtant, c'est un modèle parfois qui, j'ai l'impression, attire beaucoup de gens. C'est là où je trouve que parfois, on va dans des directions. Bon, après, c'est peut-être des visions qui se confrontent, hein, et je pense qu'on a des vrais enjeux sur l'identité professionnelle des acteurs de la formation. Donc, est-ce qu'on veut plus tirer vers des consultants en performance? Donc, qui vont partir diagnostiquer l'organisation, travailler avec des commanditaires pour comprendre c'est quoi leurs indicateurs de performance, c'est quoi les comportements qu'ils veulent voir. Donc, du coup, est-ce que on va plus peut-être aller vers le côté une orientation un peu conseil, Mhm. ou est-ce qu'on va plus aller vers une orientation que j'appellerais communication, c'est-à-dire voilà, faire du mailing sexy, faire de l'affichage, faire du TikTok, faire un peu ce côté stratégie de contenu, stratégie d'influence. Ou personnellement, moi, je suis pas sûre en fait que ce soit la voie sur laquelle on veut s'engager parce que là, encore une fois, on n'est pas en train de d'évaluer l'impact. On est en train de mettre encore des moyens et des choses un peu shiny, des paillettes, mais je sais pas si c'est vraiment en fait vers là où on veut aller. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser, il y a quelques années, il y avait la grande mode des Chief Happiness Officer, et puis on disait, voilà, Ouais. pour
on va se préoccuper du bien-être des salariés et donc on va acheter des baby-foot, etc. et en mettre partout. Mais en fait, on était un peu, je pense, à côté de la plaque. Plutôt que de s'intéresser aux vrais besoins, aux vraies Mm. problématiques managériales, etc. Bah Ouais, là, ça me fait un peu ouais, penser à ça. C'est effectivement ouais, l'important, c'est que ça soit sexy, ouais, mais est-ce que c'est efficace? Voilà. ouais, ouais, Et oui, c'est ça, ça. c'est un tout autre défi, quand même. C'est clair. En fait, je pense que parfois on est un peu sur de l'affichage, malheureusement. Hmm, Parce que peut-être que l'affichage, c'est quelque chose qui paye, on va dire, à un niveau individuel à court terme, hein. hmm. Mais je pense à un niveau collectif, pas forcément, quoi. Et un autre truc aussi que tu as dit sur lequel je voulais rebondir. Ah oui, voilà. En fait, le fait que les commanditaires, ils restent dans leur bureau, c'est un peu ce que tu disais, Joss. Les commanditaires, ils sont un peu dans leur bureau. Et c'est là aussi où je pense que cette approche, on va dire, de design centré apprenant ou centré collaborateur, c'est aussi peut-être davantage partir s'immerger sur le terrain. Donc, effectivement, faire en sorte de rencontrer les métiers régulièrement et discuter avec eux le plus souvent possible, parce qu'on a besoin de les connaître, en fait, pour réussir à mieux travailler avec eux et du coup être un interlocuteur où ils se disent, ah oui, cette personne-là, en fait, elle m'écoute, elle comprend mes préoccupations et elle va faire des efforts, on va dire, pour changer des choses sur le terrain. Je pense que parfois, on est un peu déconnecté et je pense que les approches un peu de plutôt learning experience design, on va dire, qui sont poussées par Nicolas Roland et par d'autres personnes aussi, avec du prototypage, le fait de tester, de co-construire avec les métiers. Moi, je trouve que c'est des approches qui sont vraiment intéressantes, ça m'inspire beaucoup et c'est des choses en fait que je veux davantage intégrer dans ma pratique typiquement. Mais on voit, nous, que souvent les responsables formation qui sont issus du terrain, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une autre peut-être Mm. fonction plus opérationnelle Mm. au préalable, avant d'être formation, bah, ils Mm. sont plus prêts justement à retourner sur le terrain pour discuter avec les anciens collègues, pour voir les managers, parce qu'ils voient ce qui se passe sur Mm. le Ouais. terrain. Alors Ouais. que les responsables formation qui ont souvent une expérience un peu plus fonctionnelle, peut-être qui restent dans les RH, bah, ils Mm. n'osent pas y aller, quoi. Donc, Ouais. ça fait Ouais. un espèce de clivage. Donc, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience dans l'information qu'on sait plus ou moins, comme tu dis, aller Ouais. explorer tout ça. Mm. On avait reçu Jean-Philippe Doué, qui est spécialiste en lean management, pour discuter Ouais. des liens entre lean management et formation. C'était Mm. l'épisode 11 du podcast. Mm. Et c'est vrai qu'il nous parlait notamment de cette pratique du lean management qui est le Gemba, je pense qu'on le prononce comme ça, Gemba, et que Ok. voilà, la base, c'est de dire il faut partir du terrain et il faut aller visiter Mm. le Ouais. terrain, il faut se rendre sur le terrain, il faut aller dans les Ouais. bureaux, dans les ateliers, etc. Mm. Et il expliquait que finalement, voilà, si on est sérieux sur le sujet du lean management en tant que dirigeant, notre Mm. priorité, c'est tous les Ouais. jours d'aller sur le terrain et de voir ce qui se passe, voir comment les équipes travaillent, pas pour fliquer, pas pour espionner, mais en fait pour comprendre la réalité du terrain et Mm. pouvoir ensuite, avec d'autres équipes et avec d'abord les collaborateurs eux-mêmes, les employés eux-mêmes, pouvoir identifier voilà, on va dire des gisements de productivité, des améliorations possibles, etc. Et donc, Ouais. oui, effectivement, passer du temps sur le terrain, c'est clairement essentiel, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que si on n'en sort pas dès le début, je pense que c'est pas forcément évident d'un coup de changer, on va dire, de manière de faire quand on a, pareil, on va dire, du coup, instauré certaines pratiques. Et c'est là où je pense que c'est pas forcément évident. Peut-être que c'est plus facile pour quelqu'un qui prend le poste de responsable formation et qui veut immédiatement tester. Hmm. Mais pour quelqu'un qui a été là pendant 3 ans, de se dire, ah bah tiens, d'un coup, je vais partir sur le terrain, je pense que c'est pas simple. Ouais, tout à fait. Alors, on parle de résultats, on parle d'impact. Est-ce que, il y a un ou plusieurs projets de formation sur lesquels tu as pu travailler dont tu es Mm. particulièrement fier? Ouais. Ouais, bah, du coup, ça m'a récemment, en fait, je travaillais sur mon portfolio. Du coup, ça m'a fait un peu ce travail de partir regarder mes anciennes missions. Et sur certaines, j'étais contente et sur d'autres, j'étais un peu moins contente. Donc, c'était un exercice intéressant. Mais en tout cas, sur des trucs où récemment, je trouve que c'était voilà, où je suis plutôt fière. Donc, récemment, j'ai euh, designer une sorte de formation-action sur comment concevoir des séminaires engageants pour le ministère, enfin, pour un ministère. Et donc, on a co-construit, on va dire, avec eux. Et puis récemment, j'ai pris le téléphone, on va dire, pour appeler mon ancienne cliente qui avait un séminaire vraiment animé le mois suivant. Donc, le timing de la formation-action était bon parce que elle, c'était directement pour pratiquer et pour concevoir son séminaire.
Et donc, elle m'a fait un retour pendant voilà, 30, 40 minutes justement sur ce qu'elle a testé, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, sur voilà, les résultats. Et j'espère en fait pouvoir échanger avec d'autres personnes aussi de la cohorte pour voir sur les séminaires que eux ils sont en train de concevoir là à fin d'année ce que ça donne. Donc, toi, tu as pris le temps d'appeler un ancien client et, et tu as Mm, découvert toutes mm, ces informations parce que mm, la personne te les a données, mais si tu l'avais pas mm. contacté, tu n'aurais pas su ce qui se passe. Non, exactement, c'est ça. Alors, dans ce dispositif, il y avait un questionnaire, voilà, qu'on devrait appeler HO, Oui. voilà, classique, qui m'a permis en fait déjà de récupérer certaines données. Donc, c'est un questionnaire que moi j'ai pas conçu, mais voilà, qui était conçu par l'organisme de formation qui portait. Donc ça a pu donner quelques éléments. Mais effectivement, sinon, c'est moi qui ai pris le téléphone pour le faire, parce que voilà, j'étais curieuse, on va dire, d'avoir les résultats. Et maintenant aussi, a posteriori, je me dis, mais en fait, il y a plein de formations ou de missions par le passé où c'est aussi le réflexe qu'on aurait dû avoir. Et des Ouais. fois, manque de temps, parfois c'est pas ton client, etc. Enfin bref, ben, il y a différents parfois prétextes ou raisons qui font que c'est pas fait, alors que pourtant, je pense que c'est là aussi où on se rend compte de quel a été le transfert. Et c'est ça qui est aussi, je trouve, super valorisant. Lorsqu'on C'est on clair. a ces retours, entre guillemets, plus à froid sur la réalité de ce qui se passe après, là, Mm. on se dit, waouh, on a vraiment fait quelque chose de bien, il y a vraiment un Mm. impact et ça nous réjouit d'une certaine manière, je trouve. C'est super. Ouais, carrément. Et puis aussi, je pense que parfois, même dans le cadre dans le temps qui est passé ensemble, avec le collectif qui suit, on va dire, une action, je pense que c'est vraiment intéressant aussi de poser des sortes de questions de, OK, par rapport en fait à ce que je vous ai donné maintenant, voilà, qu'est-ce qui vous semble applicable tout de suite? Quels sont les freins que vous voyez? Comment est-ce que vous vous projetez dans l'application? Et donc, dans ce dispositif, c'est un peu ce qu'on avait fait. J'avais mis en place des sortes j'avais appelé ça des questions de résonance, des moments un peu temps libre où les gens réagissaient, on va dire, sur l'expérience qu'ils étaient en train de vivre pour partager en fait comment ils se sentent aussi par rapport à l'application à venir. Donc, je pense que ça aussi, c'était assez intéressant, mais c'est insuffisant. On ne peut pas s'arrêter là. Ce sont des vrais promoteurs. C'est, je trouve, beaucoup plus engageant et beaucoup plus pertinent que d'avoir juste des personnes qui vont dire oui, je recommanderais cette formation 8, 9, 10 sur 10, Ouais. etc., le Mm. fameux NPS. Là, Ouais. pour le coup, on a vraiment des personnes qui te font des retours, qui te disent ce qui fonctionne moins bien, ce qui peut être Ouais. amélioré, etc. Là, pour le coup, ouais, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant, beaucoup plus riche pour construire des dispositifs pédagogiques ouais, qui Mm. fonctionnent tout Oui. simplement, quoi. Ouais, oui. Après, en fait, pour autant, tu vois, j'ai plein d'exemples aussi où je vois dans des dispositifs dans lesquels j'ai travaillé, entre guillemets, c'est pas ce qu'on a fait. Et maintenant, je me dis, ah là là, c'est dommage, on a raté quelque chose. Par exemple, parce que c'est bien aussi, je pense, des fois, de parler des projets ratés, quoi. Je pense que Oui. ça lève un tabou. Et qu'on ferait tous, je pense, collectivement bien de Hmm, parler aussi de tout nos à fait. échecs. C'est vrai. Je suis assez fervente de ça. Donc, du coup, pour aussi le partager à mon tour, j'ai été, en revoyant un peu dans mon portfolio, il y a une mission où, en termes de conception et d'expérience d'animation, etc., j'ai vraiment trouvé ça kiffant. Je suis très intéressée par tout ce qui va être les sujets de communauté de pratique, communauté d'apprentissage, que ce soit, on va dire, en présentiel ou à distance. C'est des trucs qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et donc, j'avais designé un programme pareil de formation-action pour expérimenter la communauté d'apprenants dans le cadre d'un grand groupe. Et donc, on a fait 3 sessions avec la petite équipe L&D qu'ils avaient. Ils ont eu un lancement. Euh, Moi, ensuite, j'ai quitté, on va dire, mon ancien employeur. Et donc, du coup, après, tu perds un peu les nouvelles, en fait. Enfin, c'est-à-dire que là, récemment, je les ai recontactés, j'ai pas de retour, mais j'ai l'impression que la communauté est tombée à l'eau. Donc, je trouve que parfois, il y a un peu cette frustration en formation d'accompagner des temporalités où on va pas suffisamment dans le temps long.
Et bon, il y a différents éléments sous-jacents à la clé. Il y a des questions de budget, de périmètre de mission. Mais par exemple, moi, de me rendre compte que, on a fait cette formation action avec eux, ils ont fait un lancement de communauté et aujourd'hui, cette communauté n'existe pas. Mm. Je suis frustrée pour eux, en fait, vraiment. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que ils ont eu du mal, on va dire, dans l'implémentation? Quels sont les points qui ont fait que ça n'a pas pris? Est-ce que finalement c'était subi ou c'est une décision? Ils se sont dit, bon, finalement, on le désinvestit parce qu'on a une autre priorité. Mais du coup, par exemple, ça pour moi, c'est un peu une sorte de déception sur finalement un projet qui, en termes de conception et d'animation, avait été chouette. Ouais, je, je comprends et entre guillemets, je le compatis parce que c'est vrai que c'est un peu on va dire, c'est notre lot à toutes et à tous, hein. Dès le moment où on intervient, voilà, comme prestataire, on est aussi tributaire de ce qui va se passer derrière, des relais, on va dire, de la façon dont notre travail va aussi être récupéré et prolongé. Et tu parlais d'échecs, hein, et je me souviens, il y a pas longtemps sur LinkedIn, il y a un de mes anciens clients qui était venu commenter une de mes publications en disant, ouais, il faut qu'on se reparle, etc. Mais parce qu'en fait, on avait mis ça en place, ouais, Mm. ça a bien fonctionné pendant 2 ans, et Mm. après, c'est tout. Ouais. Oui, mais c'est tout. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est comme Mm. si moi je prenais un coach santé et je disais, allez, au début, voilà, je vais faire du sport, je vais manger sainement, etc. Mm. Mm. Et une fois qu'il est parti, je vais au McDo 3 fois par jour. Bon, Ouais. évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, Ouais. malheureusement, qu'est-ce qu'il reste derrière? Est-ce que c'est repris par des acteurs? Ouais. Est-ce qu'il y a cette communauté de pratique? Voilà, il y a tout ça. Oui. Oui. Et Ouais. c'est vraiment essentiel, en tout cas, de penser à Mm. l'après-intervention, Oui, l'après-prestation. oui, oui. Et je pense que ça pose aussi du coup la question de quand dans le dispositif qui est vendu à ce client, de faire en sorte aussi de vendre une partie d'accompagnement. Et dans les faits, c'est pas si simple parce que moi je vois déjà dans les projets de vendre une partie analyse de besoin qui tient en fait, enfin où tu as vraiment le temps. C'est-à-dire que imagine tu veux faire voilà 7 entretiens et tu veux travailler sur une analyse de besoin, ça va quand même te prendre voilà 2, 3 jours. Et ça, c'est en fait avant même de commencer à construire quelque chose de tangible, tu vois, de construire un digital learning ou un présentiel. Donc ça, déjà, en fait, parfois les clients se disent, ah, mais une analyse de besoin, mais non, mais on sait ce qu'on veut déjà. En fait, là, il faut se lancer direct. Donc du coup, ça, c'est difficile à vendre. Et donc, au-delà de ça, il faut aussi vendre potentiellement un temps où tu te dis, bon, bah, en fait, on va faire un point à 1 mois après, 2 mois après. On va juste, on va dire, s'assurer d'avoir, je sais pas, tu budgètes un jour. Et donc, peut-être qu'on se dit que ça fait, je sais pas, 4 réunions, 4 réunions d'1h30. Ouais. Et on va se voir sur les 4 prochains mois pour vous débloquer, voir quels sont des freins, vous donner des conseils un peu live pour animer cette communauté et l'aider à se développer. Bah, ça, pour l'instant, je suis pas sûre que ce soit un réflexe de tous les, enfin, à tous les côtés, hein, de vendre ça. Alors que pourtant, bah, c'est là où tu travaillerais sur du temps un peu plus long et tu mesurerais l'impact vraiment en situation de travail. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pas mal de clients qui sont frileux, hein. Tout ce qui sort vraiment du scope, du périmètre Ouais. strict de la formation, voilà, hein, je vais faire une boutade, mais est-ce qu'il y a un cofinancement OPCO pour cela? Ouais. Est-ce que ça passe sur le CPF? Enfin voilà, et on en parle souvent C'est avec vrai. Joss. Et j'ai toujours cette image en tête. D'ailleurs, c'était un directeur d'un OPCA à l'époque qui avait eu Mm. cette image. Alors, je ne sais pas si elle vient de lui ou s'il a tiré d'ailleurs, mais dire voilà, la formation, l'achat de formation, c'est comme lorsque tu vas chez l'opticien, tu vas acheter des lunettes et Mm. d'office, Ouais. d'entrée de jeu, l'opticien va te dire oui, mais quelle est votre mutuelle? Et en fonction Ouais. de votre mutuelle, je vais vous dire Ouais. quelle paire de lunettes vous allez pouvoir vous payer. Et Ouais. l'entrée par le financement, oui, il faut pas se leurrer. On Ouais. n'est pas dans le monde des bisounours, on a Oui. besoin de financement, mais Mm. ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la formation. Moi, ça ne me dérange Oui. absolument pas de payer Mm. 30 000 euros une Ouais. formation si derrière j'ai l'assurance d'avoir des résultats par Mm. rapport au fait, comme tu Mm. le disais tout à l'heure, d'avoir du Netflix et de se dire oui, c'est bien, ils ont vu 45 heures de vidéo, mais en fait, ça n'a Ouais. servi strictement à rien, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Et tu sais que tu rigoles par rapport à ça, mais cet exemple de l'opticien, où nous, on a que ça dans notre système de santé, aux États-Unis, c'est partout, hein. Moi, j'ai un neveu qui a travaillé dans le système de santé aux États-Unis, et il dit clairement, ben, les médecins, ils,
il donne la solution en fonction de quelle est la mutuelle du patient. Est-ce qu'il a une Mm. mutuelle ou pas? Et que parfois, ils peuvent même pas prescrire le vrai soin qu'ils veulent en fonction du financement. Donc, on a Mm. cette logique carrément dans d'autres systèmes que la formation. Et on voit la Ouais. conséquence, quoi. On Mm. voit les conséquences sur la santé des Américains. Hmm. Ouais. Euh, si, si, euh, si on devait, si tu avais la possibilité, Olivia, alors que ce Mm. soit sur la question de la formation, de l'évaluation, enfin voilà, Ouais. on fait un package global, hein, on fait un pré-groupe. Ouais. Si tu pouvais dessiner le client parfait, voilà, c'est quoi ton Mm. client parfait demain, celui qui fait appel à toi et qui te donne Ouais. plus ou moins de liberté sur ces sujets? Mm. Alors, pour moi, généralement, j'ai remarqué que les collaborations qui sont les plus fluides, c'est quand les clients n'ont pas vraiment de parti pris et ils viennent plus finalement avec un problème. Parce que je pense que j'aime bien voir la formation comme étant, on va dire, une sorte de problème de compétences à résoudre. Et donc, du coup, c'est des personnes qui sont ouvertes à des démarches de diagnostic où on va partir interroger les gens, essayer de voir le problème par les angles des différentes parties prenantes. Et donc, du coup, il va y avoir aussi, voilà, plus, je pense, d'écoute sur le fait que, ah bah, en fait, enfin, comment dire, si le problème que vous identifiez n'est pas un problème pour les apprenants, ils vont pas se bouger, par exemple. Et donc, du coup, il faut le prendre en compte, ça, dans le design. Donc, je dirais que assez souvent, pour moi, le client idéal, voilà, il a une vision assez ouverte. Il est curieux de voir, on va dire, dans son organisation, quelles sont les différentes visions et parti pris par rapport à ce problème de compétences. Et du coup, par rapport à l'ambition, on va dire, sur laquelle on se met d'accord, du coup, il est prêt aussi à mettre à contribution ces différents acteurs. Il va jouer son rôle aussi de sponsor, quoi. Donc, pousser management s'il faut pousser management. Et soutenir, on va dire, de différents côtés, y compris dans le transfert sur le terrain. Est-ce que tu as des méthodes d'évaluation? Est-ce que tu privilégies certaines méthodes d'évaluation dans un dispositif idéal? Mm. Alors, ça dépend en fait du coup effectivement enfin, si tout est possible, il y a plein de choses, on va dire, à mettre en place. Voilà, c'est pas toujours évident, je pense, de le convaincre les commanditaires. Mais voilà, je dirais que idéalement, dans un monde un peu parfait, je pense qu'il faut s'appuyer sur les indicateurs, les KPI du service. Parce que voilà, ça permet, on va dire, de s'appuyer sur un existant qui est déjà utilisé, qui est déjà accepté, et Ouais. d'identifier, on va dire, là, qu'est-ce qu'on veut faire bouger. Et puis après, pour moi, il y a aussi le fait de faire une sorte de photo avant-après, tant des perceptions que des comportements. Donc, je pense que la partie d'auto-positionnement amont-aval, je trouve qu'il est assez intéressant et ça vaut la peine aussi de le mettre sur un temps plus long, pas juste après la formation, mais peut-être quelques mois après. Et pour moi, ça implique aussi le fait que le management, il est impliqué. Je pense que c'est pas possible, on va dire, de mettre en place la formation dans des organisations hiérarchiques où beaucoup de choses, on va dire, sont décidées au niveau du manager. Si le manager ne soutient pas, il va rien se passer. Ouais. Non, mais tu as raison, c'est souvent le plus difficile, si les managers ne sont pas impliqués, s'ils n'ont pas de temps, s'ils ne croient pas à la formation, Ouais. on est d'accord, c'est là que vraiment, idéalement, on a un plein d'implication, et tu as Mm. raison, ouais, Mm. pour aider. Ok, super, ouais, c'est génial. Et est-ce que donc du coup, dans ton positionnement actuellement, est-ce que tu as, bon là on a un peu parlé du Netflix et la formation, mais est-ce que tu vois d'autres tendances, d'autres choses sur le marché Mm. qui te préoccupent ou qui te Oui. passionnent aussi? Ouais, je repense en fait à un truc avant de répondre à cette question-là. Peut-être aussi un des freins, en tout cas, que je vois par rapport à l'évaluation, c'est que parfois, j'ai l'impression, là pour le coup, c'est peut-être voilà, plus une intuition enfin c'est une intuition, mais c'est en partie avéré. Je suis pas sûre que tous les services aient des indicateurs qui soient si clairs que ça. Et donc le fait par exemple que les organisations, elles sont peut-être pas toujours en fait si data-driven que ce qu'elles voudraient. Donc en fait les choses ne sont pas forcément toujours évaluées, mesurées. Je pense que parfois aussi ça vient impacter ce qu'on peut venir faire nous côté formation parce que finalement parfois il y a certains services
peut-être qu'ils peuvent fonctionner, on va dire, sans ce type d'indicateur. Donc, je pense que ça vient aussi questionner, en fait, ça chez certains services. Bon, voilà. Ouais, tout à fait d'accord. Et, absence d'indicateur et puis Ouais, parfois absence d'orientation claire, hein. Voilà, c'est ça. qu'est-ce que l'on attend et où va-t-on au niveau de l'entreprise, Ouais, la stratégie ouais, d'entreprise, elle n'est pas exactement. forcément bien claire, elle n'est pas forcément Ouais, communiquée. Derrière, on va ouais, parler d'alignement sur la stratégie d'entreprise, mais encore faudrait-il qu'elle soit claire, qu'elle soit communiquée. ouais, ouais. Et donc derrière, effectivement, les méthodes de mesure, les indicateurs, voilà. En l'absence d'indicateurs, hein, si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de mettre du temps pour y arriver. Donc Ouais, c'est ça. c'est toujours le même piège, quoi. Ouais, c'est ça. Donc le problème cascade sur la formation, alors qu'en fait, finalement, il n'était pas traité, on va dire, au niveau même stratégique de l'orientation, quoi. Exactement, exactement. Mais la formation ne fait pas de mal, donc au pire, Non, on va les former, ça ne peut leur faire que du bien. Donc, c'est ça. Et pour répondre, du coup, Joss, on va dire sur le côté plus tendance. Alors, moi, j'avoue que peut-être j'ai un peu Enfin, alors, je pense que j'ai un peu du mal avec les tendances. Donc, mon c'est côté, mon bien, côté vas-y. réac commence un petit peu à s'exprimer, tu vois. Mais après, des tendances, en fait, le problème, c'est qu'il y en a plein, il y en a tout le temps. Et je suis pas sûre que ça nous fasse tant progresser que ça. Après, je dis pas que la formation doit rester dans son petit univers, se couper de tout et ne pas être alignée avec les usages des gens dans la vraie vie. Bien sûr que non. Mais c'est juste que je trouve qu'on a un prisme parfois qui est assez technocentré. Et du coup, parfois, on est plus en extase devant la techno en tant que telle que devant, on va dire, des usages que les gens ont vraiment envie d'adopter. Donc, par exemple, si je prends voilà, quelque chose de très concret pour illustrer ça, récemment, j'étais à un événement où j'entendais voilà, une head of learning dire, donc elle a présenté des avatars IA, voilà, les, pas des vraies personnes, hein, c'est pas, là, je Oui, parle même oui. pas en fait du truc où ça te traduit en automatique, ça j'ai déjà testé, voilà, ça c'est assez stylé pour le coup, pour des programmes multilingues. Mais là vraiment c'est le faux avatar qui parle, et quand même quand tu le regardes, c'est juste hyper bizarre. Clairement. C'est hyper perturbant. Donc par exemple sur ce truc-là, moi j'ai ce que j'ai compris de son discours, c'est un peu bon bah voilà, ça va vite à faire et il faut éduquer les collaborateurs à apprendre comme ça. Bon. Au Euh, secours. ouais, bah enfin, à mon avis, c'est pas forcément la bonne réponse en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on travaille sur le fait de se dire qu'est-ce qu'on intègre parce que c'est adapté aux Mm. usages des personnes, c'est-à-dire que c'est mature et aussi ça fait sens en termes de pédagogie et d'impact. Et en l'occurrence, moi je pense que pour les avatars, on n'y est pas. Ça sera sûrement le cas, hein. Il y aura sûrement des avancées, ça bouge tellement vite maintenant. Mais pour l'instant, si en regardant une vidéo de 2 minutes, tu es tellement perturbé que tu n'écoutes même pas ce que l'avatar dit, parce que c'est juste tellement chelou, Mm, mm, que tu es en fait complètement focalisé sur son expression non verbale, etc. Pour l'instant, ce n'est pas encore une modalité efficiente à intégrer à date pour moi, voilà, mais ça c'est mon avis personnel. Après, il y a d'autres choses, on va dire, qui rentrent dans les usages. Donc, quand ça fait partie des usages des gens et qu'il y a une attente et que, entre guillemets, le besoin, il est avéré, c'est-à-dire que c'est comme ça, en fait, déjà que les gens apprennent, c'est un peu plus rassurant. Et du coup, c'est plus centré, je trouve, utilisateur. Là, j'ai un peu peur qu'avec nos avatars, ce soit encore une vision un peu centrée commanditaire, c'est-à-dire c'est pas cher, ça va nous mm. permettre de rajouter du coup 40 000 vidéos en 6 mois, et donc on va avoir pas un catalogue de 40 000 formations, mais de 80 000. C'est ça. Belle Donc voilà, croissance, ça me fait peur, quoi. Mm. clairement. Et c'est intéressant d'utiliser les avatars avec au milieu du discours du type il faut remettre l'humain au centre, etc. Ouais, quoi. Mais alors par contre, voir votre vraie tête, non, ça, ouais, ça c'est pas possible. On mettra des avatars pour tout le monde. ouais. Et puis ouais, on est dans le film de Spielberg, là, Ready Player One, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est ça qui me gêne, en tout cas, dans ces tendances où je trouve que parfois, alors bon, je dis ça pour peut-être les tendances un peu technocentrées, parce que Mhm. finalement, je pense aussi à des approches
autres que la tech qui viennent, tout ce qui va être des approches plus de formateurs, facilitateurs, par exemple. Bon, après, c'est pas forcément des nouveautés. Je pense que ça fait... Il y a plein de choses où ça fait assez longtemps que c'est dans nos petits papiers. Mais il y a tellement de façons, on va dire, d'aborder la formation que tu peux le prendre par l'angle des outils, tu peux le prendre par l'angle de la gamification, tu peux le prendre par l'angle des neurosciences. Donc, il y a plein de façons d'aborder le sujet. Et c'est vrai que dans les tendances techno-centrées, voilà, je suis pas sûre qu'on prenne vraiment la bonne voie. Et du coup, ça fait que je me méfie en général des tendances. Après, bien sûr, je teste les outils, je teste ChatGPT. On a développé des cas d'usage avec un collègue, mais c'est plus dans une optique de faire du test and learn où après tu dis, ah bah ça c'est intéressant et ça ce n'est pas intéressant. Et donc on va choisir en conscience de ne pas le faire parce que ce n'est pas mûr. Et cette partie-là, elle est vraiment intéressante. Je pense qu'on a vraiment tout intérêt à développer ce côté esprit critique, expérimentation pour faire du retour d'expérience et aussi dire, bon, ça, on va pas le faire parce que on trouve que c'est pas probant. Et peut-être qu'avec, par exemple, des approches plus de prototypage, j'espère que ça va arriver plutôt que de développer des trucs en VR sur des trucs que tu aurais pu faire de façon beaucoup plus efficiente, tant en termes de conception, de durée, que même aussi en termes d'efficience environnementale aussi. Tout à fait. Alors, merci, parfait pour la transition, parce que alors j'allais à la fois te parler du métavers Ah, et, qui est notre Oh là, destinée à toutes et à à tous, tous, hein. Je veux dire, bien voilà, sûr, bien sûr. évidemment. Et j'ai hâte le métavers d'un côté, et puis effectivement, tu parlais du côté environnemental, de savoir quelle est ton approche. Alors, est-ce que c'est une préoccupation pour toi? Je pense que oui, mais je vais Ouais. te laisser la Mm, parole. Et puis, mm, selon toi, est-ce que on peut faire de la formation de manière durable? ouais. Donc, métavers et côté durable. Ouais. Je te fais un Euh, pré-groupe. c'est ça. Métavers. En plus, alors métavers, ouais, moi j'avoue que je me suis pas forcément, enfin si j'ai suivi bien sûr comme tout le monde, mais bon, c'est pas très mature. Je pense que quand les gens pour l'instant mettent des casques, voilà, il y en a la moitié qui ont envie de vomir après. C'est pas respectueux de notre biologie. Tout à fait. Oui. Euh, et aussi, s'il y a des choses qu'on peut faire, peut-être on va dire sans la techno et que en termes même d'impact humain, parce que il y a ce côté parfois aussi de cohésion. Il y a plein de fois où les gens sont, ce qu'ils apprennent aussi dans la formation, c'est le contact avec les collègues. Donc je pense qu'il faut pas qu'on se coupe de ça. Et je suis pas sûre que dans le voilà, métavers, c'est ça qui soit le plus mis à l'honneur. Donc, ouais, pour des raisons, je pense d'abord environnementales, bon, je suis pas forcément favorable. Peut-être que sur certains trucs extrêmement précis, généralement l'exemple qu'ils prennent, c'est les pilotes d'avion. Oui, tu as quand même envie qu'ils puissent tester dans des conditions avant de prendre leur avion de chasse. Donc, sur certains trucs, tu te dis, OK, si c'est pour permettre d'éviter, enfin de faire une sorte de test and learn sans impact dans la vraie vie, oui. Dans ce cas-là, c'est pertinent, mais bon, il ne faut pas le mettre à toutes les sauces. Et puis ensuite, pour la formation durable, oui, je pense que des formations durables, on en a. Simplement, c'est des modalités un peu qui sont voilà, vieilles, vieilles comme le monde. Ouais, tout à fait. On a quand même construit des cathédrales hein, avec Ouais, le compagnonnage, hein, je veux dire, on va dire l'ancêtre de la feste. exact, c'est Et clair. c'est OK, quoi. Il n'y avait pas de métavers, il n'y avait Ouais, pas d'IA, etc. ouais, ouais. Et a priori, c'était efficace. Vu le résultat, je pense que c'était efficace. Ouais, ouais, carrément. Bah, les modèles un peu comme par exemple, je pense que c'est Live Mentor ou Open Classroom qui intègrent le mentorat. Le mentorat, Oui, mais c'est bah oui, c'est pas une révolution, mais c'est frugal et ça marche. tout à Et fait. plein de fois, il y a des problèmes dans les organisations qui sont liés au fait que les gens ne se parlent pas.
Hmm. Mais enfin, du coup, il faut créer des contextes où les gens se parlent. Donc, alors, il n'y a pas que la formation qui sert à ça. Je pense que c'est aussi dans les organisations qu'il faut mettre en place des rituels d'apprentissage, des rituels de feedback, des rituels où on s'aligne, on se tient au courant sur ce qu'on fait, sur les problèmes qu'on a, sur voilà, des causes qui arrivent chez nous, mais finalement, enfin, pardon, des symptômes qui sont chez nous, mais la cause, elle est chez le voisin. Donc, du coup, on discute pour s'aligner. Donc, ça, c'est des processus collectifs où il faut que les gens se parlent. Et je suis pas sûre que la techno nous aide toujours à le faire. On est bien d'accord. On est bien d'accord, c'était super. Olivia, on arrive à la fin de l'épisode, donc moi j'ai appris plein de choses, c'est génial, merci beaucoup. Ben Nous, non, on merci à commence vous. à avoir nous-mêmes une petite habitude, c'est de faire le mot de la fin, donc où il faut qu'on trouve un mot qui résume pour nous l'échange. Donc Mm. je te laisse quelques secondes à réfléchir au mot qui pourrait résumer pour toi cet épisode. Ouais. Euh, Comme c'est moi qui lance le truc, je vais commencer avec mon mot à moi, hein, si vous voulez bien, et puis après on Ouais. va enchaîner avec Olivia et Jonathan. Mm. Pour moi, le mot, c'est prudence. Donc, alors, on peut dire que c'est un peu peut-être négatif, mais pourquoi je dis prudence? Parce que j'adore ta façon de dire, bon, est-ce que le besoin que vous, monsieur le commanditaire, est-ce que ça, c'est la réalité? Laissez-moi aller sur le terrain pour faire une bonne analyse de besoin où je vois avec les apprenants. Mm. Est-ce que c'est ça qu'il faut? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que eux ils ont envie? Donc prudence par rapport à ça. Tu as dit aussi par rapport aux tendances, à prudence par rapport aux tendances. Il y a tellement de tendances, tellement de choses qui avancent, etc. Il faut faire attention de ne pas se laisser immerger dans tout ce stress de ce nouveau, de tout ce qui est technologique, voilà. Donc, prudence par rapport aussi, peut-être de se permettre d'être aussi autocritique, comme tu as dit, apprendre ses Mm. erreurs. Ça, j'ai adoré parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours trouver la victoire, mais parfois il faut qu'on apprenne de nos propres erreurs. Donc, ça, c'est mon mot, si vous voulez bien, parce que Mm. j'ai appris plein de Ouais. choses. Donc, je te remercie. Ouais. Ok, bah très bien, je vais rebondir justement sur un mot que tu as cité, mais je l'avais écrit sur mon petit papier à Oui, côté. Je voulais dire critical thinking, mais autocritique, ça me va bien aussi. oui. Parce que je, je trouve que peut-être c'est un peu ce qui manque dans notre vraiment quand même beau domaine de la formation parce que je pense qu'il y a aussi vraiment plein de personnes enfin, il y a plein de bonnes intentions, des personnes qui veulent bien faire, qui veulent apporter de la valeur, mais peut-être que il faut éviter de trop être dans les sortes satisfecit qu'on se fait et qu'on voit parfois en événements où c'est que les règles qui vont bien, que les trucs un petit peu stylés, que les trucs qui marchent. On parle pas forcément toujours de l'impact. Enfin voilà, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup en fait cette évaluation de l'impact niveau 3 et 4 dans ces REX. Et donc peut-être que dans le secteur, de tous travailler un peu plus, on va dire, sur le côté pensée critique et autocritique pour s'améliorer, je pense que ça pourrait vraiment nous faire du bien et changer le secteur et différentes structures là qui sont en place et qui nous mettent des bâtons dans les roues hein, pour avoir de l'impact. Clairement. Clairement. Alors, mon mot va être dans cette droite ligne. Droite lignée, c'est parler vrai. J'ai le droit, il y a un trait Mm. d'union, donc c'est un seul mot. Ouais. Parler D'accord. vrai. Bon, t'as compris. Ouais, C'est pas ouais, ce que j'allais ouais, dire, mais c'est pas je le grave. dis pour Joss, Ça hein, vous Joss, va bien, ça vous voilà. va bien. Parler vrai, tu vois, on commençait l'épisode en parlant et j'ai vraiment apprécié hein, moi cet échange parce que c'est vrai que voilà, c'était direct, comme disait Joss aussi, voilà, tout en restant, tu vois, tu es prudente parce que voilà, il y a pas de simplicisme, je sais pas comment dire, enfin bref, de solutions simplistes. Mm. Et effectivement, le sujet est suffisamment sérieux, la question de la formation, de son efficacité, etc., pour que l'on ne se contente pas de solutions simplistes. Mm. Et donc voilà, il y a eu ce parler vrai, vraiment c'était très agréable. Et tu as dit aussi quelque chose, et franchement, je me le suis noté. Oh, je pense qu'il faut qu'on monte un collectif, qu'on fasse je Ouais, ne sais grave. quoi Je là-dessus. pense aussi. Et spécial, parce qu'il y a vraiment une thématique, et je pense qu'on Ah peut oui. refaire un épisode, Ah oui. notamment, tu vois, sur les Mm. échecs. Ouais.
Je Ouais. pense, voilà, tu pourras avoir un truc, voilà, chaque semaine on poste un truc sur LinkedIn pour dire, voilà, Ouais. ça c'était ma plus grosse plantade, c'est Ouais. génial, mais pas forcément en terminant en disant, et depuis ça a changé ma vie, Ouais. Ouais. et puis grâce à ça j'ai enfin trouvé le sens de ma vie, et du coup j'ai appelé ma grand-mère pour lui dire que je l'aime, enfin, voilà, pas forcément ça, avec une belle photo made in Ouais, IA. c'est clair. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais parce que ça, j'en peux plus. Mais Ouais. bref. Mm. Mais en tout Mm. cas, oui, parler des échecs, clairement. Mm. Parce que on dit sans arrêt que l'échec est apprenant, mais on n'est Mm. pas forcément exemplaire à ce niveau. Mm. Mm. Nous, acteurs de Ouais. la formation. Donc, Ouais. très bonne suggestion. En tout cas, moi, je me le note. On en Mm. reparlera avec plaisir. Mm. Mm. Bon, Trop on pourrait cool. demander aux auditeurs aussi leurs échecs, tu sais, peut-être par LinkedIn, et puis on peut les Ouais. dévoiler aussi Mm. dans un Oui, épisode, ça pourrait être sympa, ouais. complément. Mm. Et Ouais. histoire de faire une blague, hein, comme je parlais, je disais parler vrai, alors c'est bien avec Olivier, on a vraiment parlé vrai. Donc pour faire une moyenne, le prochain épisode, on va accueillir un institutionnel pour, pour avoir un discours politique. Et puis voilà, dire que la formation est formidable, ce qu'il faut, c'est augmenter les fonds de la formation en France. Il faut encore envoyer plus de personnes en Ouais, c'est formation ça. pour lutter contre le chômage, parce que Mm. tout le monde sait que plus on augmente les milliards alloués à la formation, plus le chômage diminue en France. Voilà, je pense qu'on va faire un épisode comme ça. Ouais, oui, Ça oui. permettra de Ouais, contrebalancer un peu ce parler vrai. Non, ouais, mais ouais. tu rigoles, mais j'y cherche actuellement dans les programmes politiques sur les formations professionnelles, il n'y a pas grand-chose, hein. Ah Donc, bah tu sais Mm. qu'il y a eu un gouvernement il y a c'était alors je sais j'ai peur de dire une bêtise mais je sais pas si c'était sous Sarkozy ou sous Macron qu'au début il y avait personne à la formation professionnelle. Ils avaient oublié carrément Mm. de nommer un Oui, ministre. ouais. Donc c'est pour dire l'intérêt pour la chose. Mais en Mm. même temps ça m'arrangeait très bien le fait qu'il y ait pas de. Je me suis dit tiens peut-être qu'ils vont rendre ça aux acteurs de la formation mais non Mm. finalement non. Ouais, Bon voilà ouais, c'est une petite pique. ouais, ouais. bon, si je merci beaucoup, Olivia, c'était génial. Ah On, ouais, bah merci on à vous va- et puis merci en fait aussi à vous du coup pour aussi le fait de porter ce parler vrai hein, parce que encore une fois moi je pense que c'est important. Il y a quelques personnes on va dire qui s'y mettent mais voilà je pense que vraiment ça mérite d'être développé pour faire en sorte que qu'on s'améliore vraiment quoi. Pas juste d'être dans l'affichage mais aussi on va dire quand ça ne va pas parce que ça peut que aider on va dire d'en faire le constat pour tester autre chose. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on salue, parce que tu en as parlé d'ailleurs récemment sur LinkedIn et tu en as parlé tout à l'heure, on salue nos trois amis belges qui ont aussi Grave. un parler vrai, Ouais. Nicolas, Jérôme et Exact. Lionel, Ouais, parce que ouais, voilà, moi j'apprécie fortement leur podcast et ouais, voilà, eux pareil, ils ne mâchent pas leurs mots, donc c'est bien, ouais. c'est rafraîchissant. Ah ouais, c'est rafraîchissant. Ouais, tout à fait. Merci Bon, très bien. Olivia, Merci, Olivia, à bientôt. Ouais, merci à vous. à bientôt. À bientôt.